faire du pétrole, on a besoin de carbone et d'hydrogène. Fait que ça, il y en a dans la matière organique. Fait que nous, c'est ça qu'on va aller chercher. On va jouer avec ça. Puis nous, on va vraiment dans l'infiniment petit. C'est-à-dire, on va jouer avec les molécules, les éléments qui composent vraiment ce qui s'appelle la matière organique. C'est vraiment là-dedans que nous, on va jouer. Parce qu'on veut déterminer la matière organique, c'est qu'est-ce que c'est, d'où elle vient, puis comment elle a pu générer du pétrole. Parce que c'est pas avec des minéraux qu'on va faire du pétrole, c'est soit avec des algues, soit avec ce que nous on appelle des plantes supérieures, des plantes terrestres, des fougères, des choses comme ça. Parce que le géochimiste, lui, c'est ça qu'il va essayer de faire, c'est de caractériser la roche-mère, c'est-à-dire de déterminer quelle roche a donné le pétrole. Je vais montrer ma paille écrasée que j'appelle. C'est la compagnie Gore qui ont inventé ça. C'est eux qui ont inventé le Gore-Tex d'ailleurs. Puis je pense que c'est à peu près le même principe qui ont fait ça. Ça ressemble vraiment à une paille écrasée. Puis ça, on installe ça dans le sol. On fait un petit trou avec une drille électrique. On rentre ça dans le sol. Puis on laisse ça peut-être une vingtaine de jours. Fait que toutes les molécules d'hydrocarbures vont s'en aller. Puis c'est dans cette partie-là qu'ils vont se ramasser. Mais ce qui est bien de ça, c'est que l'eau ne passe pas, comme pour un manteau Gore-Tex. Fait que avec ça, en plus, quand on va le chercher, ben là, il y a du pétrole dedans. Fait que là, on peut faire des comparaisons encore, mettons, avec l'huile d'Aldimand, parce qu'on en a. Fait qu'on peut comparer avec ce qu'on a. Puis ça peut... en plus, on peut suivre aussi qu'il y a une anomalie qui est la plus grosse. Ce que je dis par une anomalie, c'est qu'on a une bonne quantité, une bonne concentration d'hydrocarbures qui s'est ramassée à la surface, dans ce cas-ci, dans le petit module. On utilise en fait ces propriétés-là de pouvoir fuir vers la surface pour détecter des gisements. Ça fait qu'on fait des analyses du sol en surface, on mesure la quantité d'hydrocarbures. Puis si vous êtes au-dessus d'un gisement, souvent on va avoir des valeurs anomaliques d'hydrocarbures qui fuient vers la surface. Ça fait que c'est une méthode complémentaire qui nous indique où est le réservoir. Parce que s'il y a un réservoir qui est en bas, c'est sûr que ça va monter, là. Même s'il n'y a aucun forage, c'est sûr qu'à un moment donné, il va en avoir à la surface. Là, on parle de nanogrammes. Fait que ça, c'est des 10 à la moins 12 kilogrammes. Fait que c'est vraiment des petites quantités. Il faudrait pas que les gens savent pas, là. C'est des quantités qui sont en deçà des, mettons, des normes, les standards de santé. Fait que ça, il n'y a aucun problème pour ça. Mais les appareils sont très sensibles. Ils sont calibrés pour, justement, détecter ces molécules-là, même s'il n'y en a pas beaucoup dedans, là. Il faut comprendre que 95% du pétrole qui a été produit dans la nature s'est évaporé à la surface. Il a atteint la surface à un moment ou l'autre au cours de l'histoire géologique, puis s'est évaporé. En Gaspésie, c'est le meilleur exemple. Il y a plein de ce qu'on appelle des suintements de surface, là. Il y a vraiment soit de l'huile ou comme à Tare Point, on voit une espèce de goudron noirâtre, surtout quand il fait très chaud là, sur les parois, on peut en voir. Oui, à l'Anse-Sabriand, comme à plusieurs autres endroits dans la région de Gaspé, il y a ce qu'on appelle des suintements de pétrole. Il y a du pétrole qui monte à la surface. Et il y en a partout sur tout le territoire de la Gaspésie. Et il y a des vieux suintements là, qui sont connus depuis Logan. Et même avant, Logan connaissait l'existence de ces suintements-là par les gens les chasseurs ou des trappeurs de l'époque qui parcouraient le territoire. En 1860, les premiers forages étaient aux côtés des suintements parce qu'on se disait c'est comme un gros indice de géochimie de surface. On dit si le pétrole vient en surface, c'est qu'il y en a en dessous. Et puis effectivement, il y en avait en dessous, mais pas de quantité commerciale. Il y a d'autres méthodes, comme la magnétotellurique, elle cherche une autre propriété de la nature, qui est la résistivité. Donc, avec la magnétotellurique, on arrive à établir ce qu'on appelle un profil de résistivité avec la profondeur. Tu sais, c'est qui fait les ronds de nuages? Non, c'est pas moi. En fait, une méthode électrique
et qui enregistre avec des capteurs qui enregistrent les courants naturels de la Terre, dits courants telluriques, qui sont des courants magnétiques et électriques. On a deux types de capteurs, un capteur électrique qui sont des électrodes qui vont capter les courants, et on a des bobines qui vont capter les courants magnétiques. On va enregistrer tous ces courants durant toute la nuit et une partie du jour, et ça va nous donner des courbes en fréquence. Et avec ça, on va pouvoir déterminer la résistivité. Généralement, les couches contiennent du pétrole. Le pétrole, ça prend la place de l'eau salée. L'eau salée laisse passer le courant facilement, donc on dit qu'elle est conductrice. Tandis que le pétrole, s'il remplace l'eau salée, pour la même réservoir, il va être résistant. Donc, si vous avez une couche qui est conductrice et qui devient résistante dans votre structure, ça vous donne plus confiance que vous avez des hydrocarbures dans votre structure. On l'a appliqué en Gaspésie parce que le gisement de Haldeman, il y a un gros contraste de résistivité entre ce qui ne contient pas du pétrole et ce qui contient du pétrole. La sismique, ben, c'est des camions vibrateurs, c'est des layons sismiques en forêt, ça fait que c'est plus imposant comme dispositif d'acquisition, au point de vue transport d'équipement, personnel, puis tout ça, c'est cher aussi. Alors que la magnétotellurique, c'est non destructif. On dépose des instruments, on écoute pendant une vingtaine d'heures, on relève les instruments, ça fait que ça n'a pas d'impact sur le terrain, puis c'est beaucoup moins cher. Ça n'a pas le même... On ne forerait pas sur la magnétotellurique. Ça prend de la sismique. Aucun forage n'est implanté si on n'a pas de sismique. Mais comme dans le cas de levée magnétotellurique, Martin l'a fait, c'est l'année dernière, en août 2010. Puis c'est ça, c'est là qu'on a décidé, après, en voyant les premiers résultats, de faire le levé de géochimie sur Haldimand pour justement voir est-ce qu'il y a une corrélation entre les deux. Est-ce qu'on voit quelque chose qui ressort de ces deux études-là en même temps? Toute l'information qui est recueillie par les géophysiciens, par exemple les campagnes de sismique et les résultats sismiques, de magnétotellurique et tout ça, sont interprétés ultimement par les géologues, parce que c'est eux qui connaissent les roches. Ce sont des outils pour comprendre des roches. Parce que tous les travaux qu'on fait, que ce soit de la géophysique, de la géologie, de la géochimie, ce qui est bien, c'est qu'on peut les mettre en parallèle, comparer nos résultats, puis à un moment donné, on va dire « Ah, il y a quelque chose là qui corrèle ensemble. Ah, on a peut-être un réservoir qui est caché quelque part dans ce coin-là. » Mais ultimement, il faut forer. La sismique ou la magnétotellurique ou n'importe quelle autre méthode ne peut donner que des indications sur la structure de la roche et éventuellement un peu sur le type de roche. Mais le réservoir comme tel, il faut le forer pour en être sûr. Sachant très bien que le forage, c'est le plus dispendieux de tous nos travaux, on va essayer de parfaire et d'améliorer notre connaissance pour diminuer notre risque financier associé à ce forage-là. Parce que, veut pas, avant une découverte, là, le premier forage, il est très risqué. Hein? Donc, même, je dirais même plus, entre le premier et le deuxième forage, on pourrait ne pas... Le deuxième forage, ça veut pas dire parce qu'on a une découverte que le deuxième forage, on va réussir à trouver de l'huile. La preuve est entre Haldimand numéro 1 et Haldimand numéro 2. Haldimand numéro 2 ne produit pas présentement. Nous espérons que vous avez apprécié cette troisième émission. Le forage d'un puits est le plus important de tous les travaux qui doivent être effectués par l'explorateur. Ces travaux nécessitent de l'équipement lourd et une équipe de travailleurs spécialisés. Ils sont coûteux et spectaculaires. Les 2 prochaines émissions y seront donc consacrées. Il sera question des normes strictes exigées pour les différents coffrages qui protègent la nappe phréatique ainsi que le puits lui-même. Nous parlerons des nouvelles techniques utilisées pour explorer les réservoirs, techniques de plus en plus sophistiquées. Quels sont les avantages d'un forage horizontal par rapport à un forage vertical?
Merci d'être resté avec nous et nous espérons que vous serez des nôtres pour la prochaine émission. Si vous avez des questions sur les thèmes abordés ou des réactions au contenu de cette émission, vous pouvez communiquer avec Petrolia, soit en utilisant l'adresse électronique info@petroliagaz.com ou encore en téléphonant au numéro sans frais 1-855-657-1966.